Tout commença en Allemagne en 1933. C'est ici qu'est évoquée pour la toute première fois l'idée d'une fusée ailée capable de quitter la basse atmosphère. L'ingénieur austro-allemand Eugen Sanger développe ce concept à la fin de la Seconde Guerre mondiale et décrit une fusée ailée capable d'aller bombarder les États-Unis à l'issue d'un vol suborbital après avoir rebondi plusieurs fois sur les couches atmosphériques. L'armée américaine reprit ce concept après la guerre et conçoit leur propre missile ailé, la Navaho. Il effectua quelques vols mais fut vite abandonné en 1957 au profit des missiles balistiques qui sont donc sans ailes, qui révèlent être d'une solution technique beaucoup plus efficace. A l'époque, le Centre de recherche aéronautique américain, la NACA, qui deviendra plus tard la NASA, s'implique fortement dans les recherches sur les avions propulsés par fusée. Ils ont par exemple conçu le Bell X-1, qui fut le tout premier avion à avoir franchi le mur du son en 1947. En étudiant la conception d'engins beaucoup plus rapides et volant à haute altitude, les ingénieurs identifient rapidement les deux principales difficultés auxquelles un tel avion va être confronté. L'instabilité en vol atmosphérique et la dissipation de la chaleur au cours de la rentrée atmosphérique. Ce dernier point les conduit à imaginer différents types de boucliers thermiques. La construction de l'avion fusée X-15 est lancée en 1954 pour permettre de tester ces solutions. L'engin expérimental permet d'atteindre au cours des années 1960 un nouveau record de vitesse, Mach 6,8, et d'altitude, 108 km. Le X-15 permet d'expérimenter une grande partie des phases de vol rencontrées par la navette spatiale, en particulier la rentrée atmosphérique avec la transition entre utilisation des moteurs fusées et celle des gouvernes aérodynamiques. L'objectif de la NASA était clair. Elle voulait à tout prix une navette spatiale 100% réutilisable. Elle a donc fait appel à plusieurs entreprises afin de trouver le prototype parfait. Nombreuses sont les conceptions qui ont été proposées, mais une s'est démarquée, de par son ingéniosité et le fait que la navette soit 100% réutilisable, comme le désirait la NASA. Il s'agissait du Shuttle DC-3, une navette de petite taille dotée d'ailes droites, disposant de peu de capacité de déport, mais théoriquement plus légère et meilleur planeur aux vitesses subsoniques. Elle était composée de 2 étages distincts. Le premier étage, piloté, revient se poser en utilisant des turboréacteurs classiques. Le deuxième étage continue de se propulser pour se placer en orbite, puis effectue une rentrée atmosphérique une fois la mission accomplie avec un angle de cabrage très élevé, avant de se poser comme un avion. Mais ce projet ne pourra pas être lancé, faute de moyens. Et c'est là que commence une grande bataille pour la NASA, afin de ne pas abandonner ce projet de navette spatiale. Elle crée par exemple ce tableau, qui donne le coût de chaque navette et mission en fonction de sa capacité. Fin 1971, l'agence spatiale transmet à la présidence l'évaluation des coûts de développement et d'exploitation de la navette pour des capacités allant de 14 à 30 tonnes. La préférence de l'agence va à la version la plus lourde, qui est, selon elle, la seule à répondre aux besoins de l'armée de l'air et à permettre l'assemblage d'une station spatiale. Finalement, le président Nixon donne son feu vert pour la version la plus ambitieuse de la navette le 5 janvier 1972. Mais le développement de celle-ci devra s'inscrire par la suite dans un cadre budgétaire en décroissance constante. Les sommes allouées à la NASA passent progressivement de 1,7% du budget total de l'État en 1970 à 0,7% en 1986, son point le plus bas. Pour parvenir à financer le développement de la navette, la NASA doit renoncer au lancement d'une deuxième station Skylab. Le 4 juin 1974 commença la construction d'une maquette grandeur nature d'une navette spatiale. Ce premier exemplaire va servir dans un premier temps de véhicule test pour l'approche et l'atterrissage de la navette à son retour de mission. Il n'est donc pas équipé de sous-systèmes nécessaires au vol en orbite, motorisation principale et secondaire, tuiles de protection thermique, etc. Par contre, ce véhicule devait respecter les masses et les équilibrages du vaisseau réel, ainsi que ses caractéristiques aérodynamiques. On y a donc installé des lestes et des tuyères de moteurs factices. Devant à l'origine être nommée Constitution, la navette fut rebaptisée Enterprise en référence au vaisseau spatial de la série télévisée Star Trek, après une campagne massive de fans, environ 200 000 lettres. Enterprise sort de l'usine le 17 septembre 1976, devant une foule innombrable. Le 31 janvier 1977, il est transporté par la route sur une remorque, tractée par un camion, au centre Dryden, distant d'environ 60 km. Il y est accouplé avec le Boeing 747 SCA Porter pour des essais de roulement, de vol captif non habité puis habité, et enfin de largage en altitude avec atterrissage, comme pour un retour de mission orbitale. Le 13 mars 1978, Enterprise est amené au centre Marshall,
où il est assemblé avec le réservoir extérieur et les deux SRB pour subir, durant quelques mois, 3 séries de tests de vibration qui se terminent en avril 1979. A partir de là, la NASA construit une nouvelle navette spatiale sur le modèle de son prédécesseur Enterprise qui avait passé tous les tests haut la main. Cette navette sera baptisée Columbia et ce premier vol sera le 12 avril 1981 avec la mission STS-1. La navette boucle 37 orbites en un peu plus de 2 jours avant d'atterrir sur Terre sans encombre. 3 autres vols destinés à tester tous les composants de la navette et son comportement en vol ont lieu en 1981 et 1982, avant le premier vol opérationnel. Le coût de développement de la navette, chiffré en 1971 à 5,15 milliards de dollars, coûta finalement 6,7 milliards de dollars, soit un dépassement relativement faible pour ce type de projet. Cette somme représente un quart du coût total du programme Apollo. Les missions de Columbia s'enchaînèrent ainsi jusqu'en 1983, où la navette spatiale Challenger fera son arrivée. Elle prit son premier envol le 4 avril 1983 pour une mission en vue de déployer un satellite de communication en orbite. La mission se déroula sans encombre, ainsi que les 8 missions qui suivirent. Et entre-temps fut construite Atlantis en 1985, qui fut la 4e navette spatiale américaine opérationnelle. Mais revenons-en à Challenger. Et lors de sa 10e mission, tout ne se déroula pas comme prévu, et de loin. Pour voir ce qu'il s'est passé, remontons un petit peu dans le temps. Nous sommes le mardi 18 janvier 1986, les yeux de toute l'Amérique sont braqués sur le décollage imminent de la navette spatiale Challenger. Cette mission, du nom de STS-51L, a un attrait médiatique particulier, car ce n'est pas une mission ordinaire. En effet, l'équipage est composé de 6 astronautes et d'une civile, Christa McAuliffe. Christa était professeure de lycée. Elle avait été choisie parmi des milliers de postulants pour devenir la première citoyenne de l'espace, et était donc la seule de l'équipage à ne pas être astronaute professionnelle. Elle aurait dû donner des cours aux élèves de l'Amérique entière depuis l'espace. Le compte à rebours est lancé, l'excitation et le stress se ressentent sur le pas de tir. Et maintenant je vais vous laisser visionner ces terribles images. 3, 2, 1, and lift-off. Lift-off of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Roger, roll, Challenger. Good roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the plane, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles, downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles. C'est seulement 73 secondes après le décollage que la navette est entièrement détruite, tuant l'entièreté de l'équipage à son bord, suite à la rupture du joint entre 2 segments d'un des 2 boosters. L'enquête de la commission Roger met en cause la mauvaise gestion du programme par la NASA. Le problème à l'origine de l'accident était récurrent et identifié, mais avait été, faute de dialogue et par aveuglement du management, sous-estimé. Le calendrier de lancement très optimiste est également critiqué par la commission Roger, comme un facteur ayant pu contribuer à l'accident. A partir de là, d'imposants travaux sont entrepris par la NASA, en particulier sur les boosters, mais également sur les moteurs de l'orbiteur. La NASA a tenté par la suite d'adopter un rythme plus réaliste pour la fréquence de ses vols. Toute nouvelle navette, Endeavour, est commandée pour remplacer la navette Challenger. La loi qui imposait le lancement par la navette de tous les satellites américains est radicalement modifiée. Désormais, seuls seront confiés à la navette les engins nécessitant de la présence d'un équipage ou utilisant les capacités spécifiques de la navette. La commission préconise que les États-Unis
dispose d'une alternative à la navette. Mais les lanceurs classiques américains, dont la production a été arrêtée du fait du monopole de la navette, ne sont pas prêts de prendre en charge les satellites commerciaux. Et la situation va contribuer au succès du lanceur européen Ariane. Après 32 mois d'interruption, la première mission depuis l'accident, la mission STS-26, est lancée le 29 septembre 1988. À la suite de l'accident de Challenger, le département de la défense américain a renoncé à l'utilisation de la navette spatiale, mais 6 satellites, dont le lancement avait déjà été programmé, vont être lancés par celle-ci. Plusieurs satellites et sondes, dont Galileo et Ulysse, sont lancés par celle-ci car leur conception ne leur permet pas d'être mise en orbite par des lanceurs classiques. Dans le cas des sondes spatiales, le lancement est particulièrement complexe. En effet, celle-ci, après avoir été larguée par la navette, devait être propulsée par un étage cryogénique Centaur, modifié pour pouvoir être transporté par la navette. Mais dans le nouveau contexte qui suit l'accident de Challenger, il n'est plus question de transporter un étage de fusée contenant les ergols cryogéniques dans la soute de la navette. Je vous laisse deviner pourquoi. Les missions spatiales se succédèrent sans accroc, jusqu'à la mission STS-107, la 28e mission de la navette Columbia le 1er février 2003. Des dommages sont subis pendant le lancement quand un morceau de mousse isolante de la taille d'un petit porte-document s'est détaché du réservoir externe de la navette spatiale sous les forces aérodynamiques du lancement. Le débris a percuté l'aile gauche sur le bord d'attaque, endommageant le bouclier thermique de la navette, qui la protège de la chaleur générée lors de la rentrée dans l'atmosphère. Lorsque Columbia était encore en orbite, certains ingénieurs ont soupçonné des dommages, mais les directeurs de la NASA ont limité les investigations au motif que peu pourrait être fait, même si les problèmes étaient découverts. C'est au bout de 15 jours en orbite autour de la Terre que Columbia entama son entrée atmosphérique. En général, une entrée atmosphérique, c'est très peu agréable. Alors quand il manque un morceau de bouclier thermique, je vous fais pas un dessin, mais je vous montre les images. Lors de la rentrée dans l'atmosphère, la brèche dans l'aile a permis au plasma entourant la navette de rentrer dans la structure et la détruire petit à petit. Le comité de la NASA responsable de la sécurité de la navette a déclaré que la mousse du revêtement du réservoir externe et autres débris qui ont frappé la navette constituent des problèmes de sécurité qui doivent être résolus. Lorsque les vols reprennent en juillet 2005, après 18 mois d'interruption, plusieurs mesures ont été décidées pour limiter le risque. À chaque mission, une inspection détaillée du bouclier thermique est effectuée par l'équipage de l'orbiteur et de la station spatiale lorsqu'il est en orbite. Pour chaque mission, une deuxième navette spatiale est prête à être lancée pour effectuer une mission de secours consistant à ramener l'équipage en orbite au cas où serait découvert une brèche dans le bouclier thermique. Reprenant la démarche du président Kennedy, le président des États-Unis George Bush demande à la NASA d'élaborer un programme qui permette de réaliser des séjours de longue durée sur la Lune d'ici 2020. Ce sera le programme Constellation. Par ailleurs, les vols des navettes spatiales doivent s'arrêter en 2010, date à laquelle la Station spatiale internationale doit être achevée. Il y eut encore quelques missions jusqu'en 2011, afin de finir l'assemblage de la Station spatiale internationale, et sur un dernier vol de la navette spatiale Atlantis, s'arrêta définitivement l'ère des navettes spatiales.